Aujourd'hui, 5 septembre 2017. Je vais vous parler de quand la conscience s'éveille. L'amour éclaire les bons comme les méchants. Il fait tomber la pluie sur les saints comme sur les malsains. La rose peut-elle dire « Je vais offrir mon parfum à toutes les bonnes personnes qui vont me respirer » et en priver les mauvaises? La lampe peut-elle dire « Je vais répandre ma lumière sur les bons et en priver les méchants » ? Un arbre peut-il dire « Je vais faire de l'ombre aux gentils mais qui se couchent à mes pieds et en priver les méchants ?» Ces images montrent bien ce qu'est l'amour. L'amour a toujours été là, les yeux fixés sur nous par le biais des Écritures. Et pourtant, nous ne nous sommes jamais souciés de le regarder parce que nous sommes noyés dans ce que notre culture appelle l'amour, avec ses chansonnettes et ses poésies. Il ne s'agit pas là d'amour, il s'agit de l'opposé de l'amour. Il s'agit de désir, de prise de contrôle et de possession. Il s'agit de manipulation, de peur, d'angoisse, pas d'amour. On nous a dit que le bonheur réside dans un teint frais, dans un lieu de vacances. Il n'en est rien. Mais nous avons des moyens très subtils de faire dépendre notre bonheur des choses extérieures, que ce soit en nous ou en dehors de nous. Nous disons « Je refuse d'être heureux tant que ma névrose ne sera pas terminée ». J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez être heureux avec votre névrose. Vous voulez une meilleure nouvelle encore? Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle vous ne connaissez pas ce que nous nommons en Inde Anand, c'est-à-dire la béatitude. La seule raison pour laquelle vous ne connaissez pas encore ce moment, la béatitude, c'est que vous pensez à ce que vous n'avez pas. Vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas. Si vous perdiez cette manie, vous connaîtriez la béatitude. Mais vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas. Et pourtant, vous avez, en ce moment même, tout ce qu'il faut pour connaître la béatitude. Le Bouddha tenait un langage plein de bon sens aux malades, aux affamés et aux pauvres. Il leur apportait la bonne nouvelle. Bon, elle est maintenant vôtre. Mais qui écoute? Personne n'est intéressé. Vous préférez dormir. La peur, la racine de la violence. Certaines personnes disent qu'il n'y a que deux choses au monde, Dieu et la peur, c'est-à-dire l'amour et la peur. Le seul mal en ce monde est la peur. Le seul bien en ce monde est l'amour. Il porte parfois un autre nom. Il arrive qu'il s'appelle bonheur, liberté, ou paix, ou compassion, joie, ou Dieu. La dénomination importe peu. Il n'y a pas un seul mal en ce monde qui ne puisse être assimilé à la peur. Pas un seul. L'ignorance et la peur, l'ignorance causée par la peur, c'est de là que viennent tous les mots. M-A-U-X. C'est de là que vient la violence. Le seul être authentique, non violent, le seul être incapable de violence, c'est celui qui ne connaît pas la peur. La colère n'est générée que par la peur. Pensez à votre dernier excès de colère. Pensez-y bien et cherchez la peur sous cette colère. Qu'aviez-vous peur de perdre? Qu'avez-vous peur que l'on vous prenne? C'est de là que vient la colère. Pensez à une personne en colère, une personne dont vous avez peut-être peur. Pouvez-vous voir à quel point elle est effrayée? Elle est réellement effrayée. Sinon, elle ne serait pas en colère. Il n'y a que deux choses au monde, l'amour et la peur. Il m'arrivera de laisser certains discours ébauchés et de passer à d'autres thèmes avant de revenir au premier, encore et encore, parce que c'est le meilleur moyen de vous faire comprendre mes paroles. Si elles ne vous touchent pas la première fois, elles le feront le second. Et ce qui ne touchera pas une personne en touchera peut-être une autre. J'ai plusieurs thèmes à développer, mais ils concernent tous le même sujet. Appelons ce dernier conscience. Appelons-le amour. Appelons-le spiritualité. Cela revient au même. Bon, heuristique, trouver, qui sert à la découverte, notamment dans la recherche scientifique et épistémologique. Hypothèse heuristique, discipline qui se propose de dégager les règles de la recherche scientifique et de la découverte. Le stimulus heuristique, l'explication des besoins fondamentaux, a permis d'établir qu'il y a en chaque personne une prédisposition innée, le besoin de comprendre, à organiser les perceptions qu'elle a de soi et de son environnement en un tout cohérent.
c'est-à-dire que la personne humaine qui s'actualise est porteuse de questions et qu'elle est spontanément stimulée par tout ce qui se passe en elle et dans son environnement. La notion de stimulus heuristique est utilisée pour désigner tout événement, interne ou externe à la personne, qui est susceptible d'éveiller et de satisfaire le besoin de comprendre. Tout ce qui entre dans le champ perceptuel peut devenir un tel stimulus, mais le terme heuristique, qui sert à la découverte, attire l'attention sur le fait que l'énergie organismique est mobilisée d'une façon particulière par cet événement et entraîne un processus particulier, le processus heuristique. La perception d'un stimulus heuristique est donc à l'origine de l'expérience de comprendre. Cela signifie que dans mon interaction avec l'environnement ou avec moi-même, un événement m'interroge à tel moment précis. Par exemple, si je m'intéresse à la psychologie et si je vois par hasard un nouveau livre de psychologie, mon attention est captée par ce livre qui devient un stimulus heuristique. Dans un autre domaine, si je vis un malaise lorsque je rencontre un étranger, cette expérience de malaise peut émerger dans mon champ perceptuel à la façon d'un stimulus heuristique, qui servira peut-être à la découverte de ce qui produit en moi ce malaise. On peut généraliser en disant que tout ce qu'une personne perçoit comme une source de connaissance ou de signification est pour elle un stimulus heuristique. Il en est ainsi de ce qui apparaît comme nouveau objet, de façon de faire, façon de penser, valeur, etc., selon l'expression de Festinger. Tout ce qui crée dans le champ perceptuel une dissonance cognitive devient spontanément un stimulus heuristique pour la personne qui vit ce phénomène. Le stimulus heuristique est donc une perception qui a cette caractéristique de susciter un mouvement dans le champ perceptuel, mouvement que les autres étapes permettront de mieux cerner. Bon, là, je vais vous parler des 9 postulats de la découverte. On peut reproduire volontairement le processus de la découverte. Il ne faut pas attendre que l'illumination se produise au terme d'une longue et incertaine maturation. Il y a des attitudes volontaires qui permettent d'accélérer considérablement cette phase. Stimulus extérieur, phénomène de groupe, recueillement intérieur, spontanéité. 2. Le processus de la découverte est le même dans toutes les disciplines. Au-delà de la diversité des connaissances mises en œuvre, ce qui fait l'unité du processus de la découverte, ce sont les règles de fonctionnement du cerveau. Tous les chercheurs cherchent de la même façon. La création artistique elle-même relève de la même démarche que la création scientifique. 3. La découverte se fait dans l'inconscient. La solution d'un problème n'est pas au terme d'une démarche logique et claire. Elle naît d'associations profondes dans des zones de la pensée auxquelles on n'a pas toujours immédiatement accès. 4. Pour accéder à l'inconscient, il faut libérer l'esprit de ses inhibitions. Notre éducation et la pression sociale ont mis comme une garde qui veille à la porte de nos trésors profonds pour en interdire l'entrée. Il faut écarter cette garde, avec précaution mais avec fermeté. 5. La découverte se fait dans un climat de plaisir, de détente et de passion. La joie la plus profonde que puisse éprouver l'homme, c'est de créer. La découverte suppose l'homme comme la femme. La découverte suppose et engendre un climat exaltant. Malheureusement, nos écoles et nos entreprises sont souvent des cathédrales d'ennui. 6. Les découvertes ne sont pas faites par des experts. Les connaissances accumulées au long d'une vie finissent par encombrer l'esprit qui ne trouve plus le jeu nécessaire à l'invention. Beaucoup de découvertes sont le fait de naïfs qui ont abordé les problèmes sous un angle inattendu. 7. Le merveilleux favorise la découverte. La création, même technique ou scientifique, est un phénomène aussi affectif qu'intellectuel. C'est parce que le chercheur rêve d'autre chose qu'il finit par le découvrir. 8. La découverte naît de la dissociation. Toute découverte naît du rapprochement de deux concepts, de deux théories, de deux expériences jusqu'ici distinctes. Provoquer des rapprochements favorise donc la découverte. 9. Le groupe pluridisciplinaire est l'unité opérationnelle de la découverte.
Ceci par 4 raisons principales. Le groupe permet la conjonction des connaissances, la conjonction des stratégies de raisonnement, la conjonction des affectivités ou des tempéraments, et enfin, la conjonction des experts qui ont beaucoup de connaissances et des naïfs qui remettent en cause ces connaissances. Ces postulats sont extraits du livre de Kaufmann, Festiger et Brevet. L'inventique est reproduit dans les pratiques de la créativité de Michel Festiger, 1978. Les éditions ESF, Paris, page 34. 7 techniques de créativité par Bernard Desmory, publié par Chautard et Associés, éditeurs. Bon, pour en conclure, je vais parler de visualisation, d'apprentissage et de conscience. Nous ne cessons de créer des images. En tant qu'humains, nous sommes essentiellement des êtres producteurs d'images, dont la capacité de découvrir, de comprendre et de créer de nouvelles significations et de les communiquer dépend largement de la capacité de créer les sensations et les sentiments qui les accompagnent. Il est donc important, à l'instar d'Einstein, d'entrer en contact avec nos images intérieures et de les utiliser comme outils de travail. La pensée productive se développe à partir de l'interaction des images qui vient en nous. D'où l'importance de la visualisation. Celle-ci cherche à harnacher le pouvoir de l'imagination qui s'exprime à travers nos rêves, nos visions, nos intuitions et nos dialogues intérieurs de toutes sortes. La découverte scientifique commence par une vision intérieure de ce qui pourrait être. Et plus cette vision s'impose à notre esprit et à l'esprit de plusieurs, plus nous visons à la réaliser. Cela nous indique toute l'importance de communiquer nos visions intérieures à ceux qui nous entourent. Cette communication permet de les préciser davantage, de les enrichir et de les confronter au réel. Alors, si vous voulez visualiser, apprendre, prendre conscience, développer, communiquer, faire de la recherche pour découvrir des trésors cachés, venez nous rejoindre à la Fondation Vie Humaine sur Facebook et la production Les Trésors du Temps. Pour prendre rendez-vous ou pour plus de renseignements sur la mission, contactez-moi à vihumaine@live.ca. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Merci.